Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à A12 Télévision. Bienvenue dans cette édition de l'Actu Vue d'ailleurs. Ce n'est plus qu'une question de jours. Plus rapidement, la France se prépare à passer au stade 3 de l'épidémie du coronavirus. Ce cap sera atteint dans quelques jours, a estimé jeudi la porte-parole du gouvernement. Élément signé France 24. Passer du stade 2 au stade 3, c'est admettre que le virus est installé partout dans le pays, qu'il circule librement. On parle alors d'épidémie. On ne cherche plus à empêcher sa propagation, mais on essaye d'atténuer ses effets. Une situation inéluctable selon la porte-parole du gouvernement. Nous nous préparons activement au fait d'avoir une épidémie de coronavirus en France. Ça n'est pas certain, nous essayons de prendre des mesures pour freiner la propagation du virus, mais il est évident que les autorités publiques, les autorités politiques, les autorités sanitaires doivent se préparer. Au stade 3, des mesures contraignantes sont prises pour limiter les infections. Ça passe d'abord par la réorganisation complète du système de soins. Première conséquence, toutes les personnes atteintes du coronavirus ne seront pas hospitalisées. Les cas les moins graves, 80% des patients, resteront confinés chez eux. Les médecins de ville seront alors en première ligne pour les soigner. D'autre part, le gouvernement peut imposer une restriction des rassemblements et des déplacements. Cela peut passer par la suspension de certains transports en commun, la fermeture de crèches ou d'établissements scolaires, par l'interdiction de rassemblements ou d'activités collectives. Enfin, des mesures relatives à la vie quotidienne seront prises. Pour éviter toute spéculation, les prix pourront être encadrés, comme c'est le cas aujourd'hui pour les gels hydroalcooliques. Pour éviter les pénuries, une veille particulière à l'approvisionnement en produits de première nécessité sera mise en place. La France avance vers une épidémie inexorable, a prévenu jeudi Emmanuel Macron après un nouveau bond des contaminations au coronavirus. Le chef de l'État l'a annoncé devant une vingtaine de spécialistes à l'Élysée au cours d'une réunion visant à stopper la propagation de la maladie. RE News. 138 nouveaux cas détectés jeudi, soit 423 en tout. 3 nouveaux décès, soit 7 depuis janvier. En France, l'épidémie est inexorable, selon Emmanuel Macron. Le président français recevait une vingtaine de scientifiques ce jeudi soir. Disons qu'on est tous persuadés qu'on va arriver au stade 3 en France, qu'on essaie de gagner du temps, parce que ça permet à la fois de circonscrire les zones déjà les plus touchées, d'une part, et deuxièmement, ça permet aussi peut-être de mieux se préparer pour ce phase 3. Disons qu'on est de l'ordre de quelques jours ou de 1 ou 2 semaines maximum. La journée du 5 mars enregistre la plus forte progression du virus depuis le début de la crise. Désormais, toutes les régions de métropole sont touchées. Face aux pénuries, l'État a déjà réquisitionné les stocks et la production de masques et le prix des gels hydroalcooliques sera encadré dès ce vendredi. Et puis, l'Organisation de l'aviation civile internationale a annoncé jeudi dans un communiqué que l'épidémie du nouveau coronavirus a entraîné une réduction potentielle de 4 à 5 milliards de dollars de revenus pour les compagnies aériennes du monde entier. Elle a par ailleurs rapporté que 70 compagnies aériennes ont annulé tous leurs vols internationaux à destination et aussi en provenance de Chine et 50 autres compagnies ont réduit leur activité aérienne. Euronews. Fait aussi des victimes parmi les compagnies aériennes. Au Royaume-Uni, Flybe était à bout de souffle depuis des mois. La voilà qui rend son dernier soupir ce jeudi. Placée en redressement judiciaire, l'entreprise met fin à toutes ses activités avec effet immédiat. Le coup de pouce fiscal du gouvernement Johnson n'aura pas suffi. Flybe l'a dit, les problèmes que connaissait déjà l'entreprise ont été combinés à l'épidémie de coronavirus qui a sérieusement affecté la demande ces derniers jours. À l'échelle mondiale, tout le secteur de l'aviation civile subit le contre-coup de l'épidémie. Le nombre de cas en dehors de la Chine s'est envolé ces derniers jours. Plus de 80 pays sont touchés. Maintenant que le virus s'étend un peu partout, nous enregistrons une sérieuse baisse des réservations et de nos revenus, même en dehors du secteur Asie-Pacifique. L'Association internationale du transport aérien a fait ses calculs. Dans le meilleur des cas, la demande des passagers diminue de 11%. Les compagnies perdent 63 milliards de dollars. Mais dans le pire des cas, si le virus continue à se répandre, la facture grimpe à 113 milliards de dollars de manque à gagner. Une crise sans précédent
ou presque. Ce serait un choc équivalent à ce qu'on a connu pendant la dernière crise financière mondiale. Une fois encore, c'est très inquiétant. Certains tentent de limiter la casse. La Lufthansa va immobiliser 150 de ses appareils. D'autres ont choisi de reporter une partie de leur vol, le temps de laisser passer l'orage. Toujours sur ce sujet de coronavirus, une grande partie de l'Afrique et de l'Amérique du Sud semble épargnée par l'épidémie pourtant globale, ce qui soulève de nombreuses questions vis-à-vis de leur gestion de la crise. De nombreux pays pourtant encerclés par des voisins touchés assurent ne pas avoir de cas de coronavirus. Mais quels sont les pays pour l'instant épargnés du coronavirus? La réponse est signée chez nos confrères de CNews. Ils sont entourés de plusieurs pays contaminés par le coronavirus et pour l'instant, ces États en vert se disent épargnés par le virus. C'est le cas en Asie par exemple du Laos, du Myanmar, du Bangladesh ou encore de la Corée du Nord, mais aussi quelques pays de l'Est de l'Europe, la Slovaquie, la Serbie et la Slovénie. La Turquie semble aussi épargnée comme une bonne partie de l'Amérique centrale et le continent africain. L'Organisation mondiale de la santé demande à tous les pays de considérer sérieusement la menace. Nous sommes préoccupés par le fait que dans certains pays, le niveau d'engagement politique et les actions qui témoignent de cet engagement ne correspondent pas au niveau de la menace à laquelle nous sommes tous confrontés. Il ne s'agit pas d'un exercice. Alors comment expliquer l'absence de cas dans certains pays? Il peut y avoir des raisons politiques qui poussent les autorités à cacher leur bilan. L'absence de cas affirmés de la Corée du Nord nourrit également les doutes des experts compte tenu de ses échanges avec la Chine. Même chose en Afrique où l'absence de malades du coronavirus laisse les experts perplexes. On poursuit cette édition avec un autre sujet. Un TGV de la ligne Strasbourg-Paris a déraillé jeudi matin. Le conducteur en urgence absolue, 21 personnes légèrement blessées. Retour sur l'accident avec nos confrères d'Euronews. Une locomotive quasiment séparée de ses voitures. Voilà ce qu'il reste de ce TGV qui a déraillé bien avant son arrivée à Paris. 7h45 ce jeudi matin, le TGV est parti de Strasbourg, puis a déraillé à une trentaine de kilomètres de là, sur la commune d'Egenheim. Des moyens importants ont été déployés avec une centaine de pompiers sur place. 20 passagers ont été blessés. Le conducteur du train, lui, est toujours en urgence absolue. Le train circulait sur la voie aux alentours de 300 km/h et donc le train est resté en ligne, il est sorti de la voie mais il est resté debout et bien évidemment aujourd'hui on pense d'abord à notre conducteur. À l'intérieur, près de 350 passagers qui reprennent peu à peu leurs esprits. C'est surtout un choc. Après, bon, voilà, c'est comme un freinage d'urgence et on a eu de la chance. Voilà. C'est les cailloux qui ont commencé à casser toutes les vitres et puis on s'est retrouvés. J'ai vu tout de suite qu'on avait déraillé et puis là je me suis accroché. J'ai redressé ma tablette pour ne pas être coupé en deux si on se chopait un choc et puis après ça s'est peu à peu calmé mais c'était un peu intense. Ouais. La piste privilégiée reste celle du glissement de terrain. Une enquête a été ouverte. Direction les États-Unis pour parler des primaires démocrates. Le Super Tuesday a préparé le terrain pour un duel entre Joe Biden et Bernie Sanders. Après le milliardaire Mike Bloomberg, c'est au tour de la sénatrice Elizabeth Warren de quitter la course à l'investiture démocrate. Un sujet signé Euronews. Elizabeth Warren jette l'éponge, elle abandonne la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre. Elle avait subi des défaites cuisantes lors des primaires organisées jusqu'ici. Je suspends ma campagne présidentielle. Je le dis avec beaucoup de gratitude envers chaque personne engagée dans ce combat, envers chaque personne qui a voulu essayer des nouvelles idées. La sénatrice du Massachusetts a ajouté qu'elle n'est pas prête aujourd'hui à annoncer un ralliement. Ses idées très à gauche la pousseraient plutôt du côté de Bernie Sanders. Le sénateur du Vermont se retrouve maintenant dans un quasi face-à-face avec l'ancien vice-président Joe Biden sur une ligne beaucoup plus centriste. Il l'a emporté dans 9 États, dont le Texas lors du Super Tuesday.
Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui entretenait depuis des mois le mystère sur son éventuelle candidature aux prochaines élections, a annoncé jeudi à Yamoussoukro qu'il ne se présenterait plus au présidentiel d'octobre 2020. Il a annoncé donc le jeudi à Yamoussoukro, comme je l'ai dit, et Emmanuel Macron et plusieurs autres personnalités ont salué jeudi la décision historique du président ivoirien. C'est un véritable coup de tonnerre déclenché jeudi par le président ivoirien. Alassane Ouattara a annoncé à la surprise générale qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Une position officialisée devant les députés réunis en congrès à Yamoussoukro. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Cette déclaration signe donc la fin du suspense après plusieurs mois de spéculation et de tensions autour du respect de la Constitution ivoirienne qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. La décision a été saluée par l'opposition qui s'était levée contre la volonté du camp présidentiel de voir Alassane Ouattara briguer un troisième mandat en raison du changement de constitution en 2016. Restons chez nos confrères d'Africa News et toujours en Afrique. Le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo et son homologue kenyan Uhuru Kenyatta ont pris langue jeudi matin, un jour après que le Kenya a accusé l'armée somalienne d'avoir mené une attaque à sa frontière. Les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble pour améliorer la sécurité de 2 frontières. Regardez. Les présidents de la Somalie et du Kenya se sont entretenus au téléphone après une querelle diplomatique intense, selon l'équipe de communication de la présidence somalienne. Le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo et son homologue kenyan Uhuru Kenyatta ont pris langue jeudi matin, un jour après que le Kenya a accusé l'armée somalienne d'avoir mené une attaque à sa frontière. Les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble pour améliorer la sécurité des frontières. Ils formeront également 2 commissions pour examiner le renforcement des relations diplomatiques et commerciales selon la présidence somalienne. Des soldats somaliens ont détruit lundi des bâtiments dans la ville de Mandera, c'est au nord du Kenya, alors qu'ils combattaient les forces de l'État semi-autonome de Jubaland en Somalie. Le président Kenyatta, dans un communiqué, avait accusé la Somalie de violer l'intégrité territoriale du Kenya. Les tensions s'intensifient alors que les 2 pays sont impliqués dans un différend frontalier maritime. La Cour internationale de justice devrait connaître de cette affaire en juin prochain. Des dizaines de milliers de migrants attendent toujours à la frontière entre la Turquie et la Grèce, alors qu'Ankara espère un mouvement migratoire d'une ampleur suffisante pour obtenir de l'aide de l'Europe. Sur le front en Syrie, les responsables européens évoquent un chantage. Le reportage est signé France 24. Des migrants discutent par petits groupes. Les bancs de la gare routière d'Edirne, à quelques kilomètres de la frontière grecque, ont été transformés en lits. Parmi eux, plusieurs familles. Alia et ses 5 enfants ont été emmenés jusqu'ici dans des bus affrétés par les autorités turques. Le bus nous a laissés juste ici, au bord de la route. On ne savait pas où on était. Après, nous nous sommes débrouillés pour aller jusqu'à la frontière terrestre. Et on a attendu jusqu'à la nuit. Mais on ne nous a pas laissé passer. Maintenant, ils veulent nous ramener en bus vers la rivière qui longe la frontière. Mais on ne veut pas. Donc on reste ici. On ne veut pas aller là-bas, c'est dangereux. J'ai un petit frère, on est 5 enfants. On ne veut pas traverser dans l'eau, on a peur. Cela fait près d'une semaine que Recep Tayyip Erdogan a promis aux migrants sur le sol turc qu'ils pourraient rejoindre l'Europe. Mais pour ces familles réunies ici, l'incertitude est plus grande que jamais, bloquées entre une vie en Turquie dont ils ne veulent plus et une Europe qui leur ferme toujours ses portes. Le sentiment de frustration augmente. On est sur une route sans retour. Il y a des femmes enceintes ici et si elles ont pris le risque de venir ici, ça veut dire qu'elles n'ont plus rien qui les attend. Les 2 États sont en train de commettre un crime ici, l'État grec et l'État turc.
Il aurait dû y avoir des négociations d'abord. Les portes auraient dû être ouvertes avant que tous ces gens ne soient emmenés ici. Ces migrants sont à la merci des autorités des deux côtés de la frontière. Nous avons pu filmer la police turque. Ces agents annoncent qu'ils vont disperser ce camp et imposent à ces migrants un ultimatum, rentrer à Istanbul ou bien partir à la frontière grecque. Et puis un mot de culture dans ce tour des médias. Après l'année dédiée à Léonard de Vinci, c'est un autre grand maître de la Renaissance Raphaël qui fait l'objet d'un hommage à travers une grande exposition à Rome à partir du jeudi, c'était donc à compter du jeudi 5 mars dernier. Mais celle-ci provoque une polémique en cause la décision d'envoyer un tableau à Rome alors qu'elle est classée comme trop fragile pour voyager. Toujours à Fouette, nos amis de France 24. Le Saint Jean-Baptiste réalisé en 1516 et ici la Vierge à la rose. Pour célébrer les 500 ans de sa mort, la ville de Rome s'offre une grande rétrospective consacrée à Raphaël, la plus grande jamais réalisée pour ce contemporain de Michel-Ange et Léonard de Vinci. L'Italie mérite vraiment d'avoir cette exposition. Léonard de Vinci a eu droit à la sienne au Louvre à Paris et je pense que maintenant, c'est notre tour d'avoir notre grande rétrospective consacrée à Raphaël. Plus d'une centaine d'œuvres exposées, dont un quart ont été mises à disposition par la Galerie des Offices de Florence, notamment cette pièce maîtresse au cœur d'une polémique. Le comité scientifique du musée florentin avait jugé que ce portrait du pape Léon X, peint en 1519, était trop fragile pour voyager. Mais son directeur est passé outre cette décision, provoquant la démission des experts. C'est une polémique sans fondement, parce qu'il s'agit d'un travail sur l'identité. Ici, on a un pape, et quelle ville est la plus adaptée pour lui? Rome. 3 ans de travail ont été nécessaires pour mettre en place cette grande exposition. Avant son ouverture ce jeudi, 70 000 billets étaient déjà réservés. Mais les organisateurs attendent de voir si les visiteurs se déplaceront en dépit de l'épidémie de coronavirus qui touche particulièrement l'Italie. Point final à ce tour des médias. Quant à moi, j'ai été très ravi de vous y accompagner. Restez avec nous sur A12 TV. Bon week-end et bonsoir.